Voici la nouvelle Ugooz AM9, la première box TV propulsée par le SoC AM-Logic S905X5 que je vous ai présenté dans une vidéo récemment. Cet appareil, comme les autres appareils de la marque Ugooz, s'adresse principalement aux personnes désirant avoir de bonnes performances et une compatibilité optimale avec les différents codecs pour la lecture vidéo et audio. Mais nous allons voir qu'il peut aussi être intéressant dans d'autres domaines. Hello tout le monde, c'est Joe. Aujourd'hui, je vais vous dire ce que j'ai pensé de la Ugooz AM9 et si ça vous intéresse, restez connectés. Donc voici la boîte de la Ugooz AM9. À l'intérieur, on retrouve déjà un livret, le guide utilisateur. On a aussi un câble USB-C vers USB-C, assez long. Un câble HDMI, qui m'a l'air d'être d'une longueur correcte. Une télécommande. Cette télécommande Ugooz UR02 est plutôt pas mal, elle est même plutôt bien. Donc c'est la télécommande basique Ugooz qu'ils vendent maintenant avec leur box depuis quelques temps. Elle possède un bouton qui va permettre d'afficher un curseur de souris à l'écran, qu'on va pouvoir déplacer en bougeant sa télécommande dans les airs. On a aussi des contrôles de lecture, le contrôle du volume, une touche pour le contrôle vocal avec un microphone, et il est aussi possible de programmer certaines touches et de contrôler par infrarouge le volume de la télé ou de l'ampli, l'alimentation et la source. On a les deux antennes Wi-Fi externes qu'on peut visser sur la box. La prise d'alimentation, c'est du 12 volts 1,67 ampères, 20 watts, et ça se connecte par USB type C. Et enfin, voici la box TV, Ugooz AM9. Les dimensions sont de 11,6 par 11,6 par 2,8 cm. Donc voilà, j'ai branché les antennes Wi-Fi. Donc en plus des deux connecteurs Wi-Fi sur le côté, on retrouve ici c'est l'infrarouge, ici c'est la LED pour symboliser l'état de fonctionnement. On a 3 ports USB 3.0 et un slot pour carte micro SD pour étendre le stockage. Et au dos, on a un USB type C pour l'alimentation, un USB type C OTG 2.0, un port HDMI 2.1, un port Ethernet gigabit, un port audio SpeedIF optique et un port auxiliaire. Donc au niveau de la connectique, on est plutôt gâté. Le système intégré à cette Ugooz AM9, c'est Android 14 en version 64 bits. Il est donc possible d'installer des applications Android 64 bits, ce qui est plutôt rare sur une box TV. Pour ça, soit on les installe depuis le Play Store, soit depuis des stores alternatifs comme Aptoide TV ou à l'aide d'un fichier APK qu'on aura téléchargé sur Internet. Mais il est aussi possible d'installer des applications Android TV si on préfère. Elles ont notamment pour avantage d'avoir été pensées pour une utilisation sur un écran avec une télécommande. Alors que les applications Android ont été pensées pour des écrans tactiles et donc des fois ça peut être compliqué de les utiliser sur des grands écrans. Néanmoins, cette télécommande Ugooz UR02 possède un bouton qui va permettre d'afficher un curseur de souris à l'écran, ce qui est pratique pour naviguer dans certaines applications Android. Au premier démarrage de cette Ugooz AM9, j'ai eu une mise à jour de disponible, je l'ai faite, ça s'est bien passé. Ugooz est en général un très bon élève au niveau mise à jour, ils en font régulièrement pendant pas mal de temps. Quelques applications sont installées d'origine, gestionnaire de fichiers, Media Center, lecteur vidéo, navigateur internet, etc. Mais de toute façon, pas de souci. Sur Android, on a tout un tas d'applications gratuites à télécharger. Sur cet appareil, comme sur beaucoup de box TV Ugooz, on a le choix entre deux lanceurs différents, c'est-à-dire deux interfaces, deux écrans d'accueil, deux bureaux. La première, Launcher 3, va être plutôt utilisée pour une utilisation de type mini PC sous Android, avec clavier et souris. Les icônes d'application apparaissent sur le bureau Android, c'est adapté pour de la bureautique par exemple. Ça ressemble à l'interface d'une tablette, donc on a des icônes d'application qui s'affichent sur le bureau, et en bas, on a une petite rangée avec quelques applications favorites, on va dire. La deuxième, ULauncher, est plutôt adaptée pour une utilisation de type box TV, pour une utilisation en gros sur une télévision, pour la lecture de médias. On a la possibilité d'avoir des vignettes à l'écran qui représentent le contenu de certaines applications. Attention, ça fonctionne uniquement avec certaines applications Android TV ou certaines applications qui sont similaires sur Android et Android TV. Sinon, on aura juste l'icône de l'application. Donc pour certaines applications, on aura certains films, séries, chaînes de TV inclus dans l'application qui s'afficheront sur l'écran, la page d'accueil de la box TV, et pour d'autres applications on aura seulement une icône. On peut avoir une rangée de favoris avec plusieurs icônes d'application, il suffit de cliquer pour démarrer une application. Donc avec les vignettes des contenus d'application, ça fait un petit peu comme sur Android TV, mais en plus simple, moins surchargé et plus léger, et sans publicité. Si aucune des deux ne vous convient, il est possible d'installer d'autres launchers interface depuis le Play Store ou avec un fichier APK, c'est très simple, ça s'installe comme une application et vous aurez une page d'accueil totalement différente. Et comme d'habitude avec ce genre de box Android non verrouillé, d'ici quelques temps, d'ici pas longtemps, quelques semaines, il sera possible d'installer des firmware Android TV. Comme ça, vous aurez un vrai Android TV sur votre box TV, mais sans Google Cast, c'est pas certifié. Un firmware Android TV, ça n'apporte pas la certification Google, donc il n'y aura pas de mode Google Cast. En revanche, il y a d'autres solutions pour partager des fichiers, Miracast, etc. Comme toujours avec Ugooz, sur leur système, on a quelques fonctionnalités intéressantes, même plutôt beaucoup de fonctionnalités. On a le démarrage automatique sur une application, on choisit une application de son choix
choix, quand on démarrera sa box TV, on atterrira directement dans l'application. Donc c'est pratique pour un lecteur vidéo, pour un lecteur IPTV, etc. On a un contrôle parental avec un blocage des applications par mot de passe. On a un paramétrage des touches de la télécommande avec jusqu'à 4 fonctions par bouton. Appui court, appui long, double appui, triple appui. L'appareil peut servir de client CIFS pour accéder à des lecteurs réseau par exemple, mais il peut aussi servir en tant que serveur sans bas. Et dans ce cas-là, vous pourrez faire en sorte que la mémoire interne de l'appareil et que les différents disques durs connectés en USB pourront être lus depuis d'autres appareils. Par exemple, depuis un autre PC, vous pourrez accéder au disque dur branché sur cet appareil. Donc ça vous fera un serveur de fichiers. Ça peut donc remplacer un NAS, mais les performances seront limitées par le port Gigabit. On a aussi la possibilité de séparer l'écran entre deux applications, une application qui ira à gauche, une autre application à droite. Il est possible aussi pour certaines applications compatibles d'être affiché par-dessus une autre application. On a une barre de navigation inférieure, comme ceux qu'on a sur un smartphone, sur une tablette, Android, avec des touches pour revenir en arrière, revenir au menu principal, augmenter ou baisser le volume, ouvrir le multitâche pour accéder ou fermer des applications, éteindre, redémarrer ou mettre en veille l'appareil, accéder aux paramètres ou encore prendre une capture d'écran. On a aussi une barre de notification et d'informations supérieure qui va s'afficher en haut de l'écran et qui affiche donc des icônes de notification et des informations sur l'appareil que l'on peut choisir dans les paramètres. Température, adresse IP, RAM utilisée, processeur, définition d'image, etc., etc. Aussi, l'appareil peut être routé avec Magisk en un clic. Et il est même possible d'ajouter des add-ons pour décupler les possibilités de l'appareil. Et on a aussi la possibilité de descendre le volet de notification et de paramètres rapides, exactement comme sur un smartphone. Ça permet de voir le Wi-Fi, le Bluetooth, les notifications, d'accéder à un enregistreur d'écran, en gros comme sur un smartphone ou une tablette. D'ailleurs, ce firmware Ugoose, c'est plus ou moins une version tablette d'Android, adaptée pour une box TV. Cet appareil ne possède pas les DRM Google Widevine Level 1, ni même de certification Netflix, ni même les DRM PlayReady. En gros, sur la plupart des applications de streaming vidéo populaires par abonnement, on ne pourra pas voir la définition maximale. On sera limité en général entre de la basse définition et de la haute définition. Néanmoins, comme je dis souvent, en 2025, la plupart des TV vendues dans le commerce possèdent déjà toutes les applications nécessaires, Netflix, Prime Video, Disney+, etc. Et vous pouvez obtenir la meilleure définition possible. Donc c'est pas forcément obligatoire d'avoir ça sur une box TV. Si vous avez une TV moderne, un des gros intérêts d'avoir une box TV, c'est pour améliorer les capacités en lecture vidéo, en lecture audio. On en arrive à la partie performance. C'est une partie intéressante parce que cet appareil possède un nouveau processeur Amlogic S905X5 qu'il ne faut pas confondre avec le S905X5M qui est moins puissant. Ce S905X5 est cadencé jusqu'à 2 GHz et possède une gravure en 6 nanomètres. Sa puissance brute est de 40 000 MIPS, ce qui est près de 2 fois supérieur à l'ancien S905X4. Donc en gros, les performances sont doublées. Je simplifie un petit peu. Néanmoins, il y a quelques semaines, j'avais fait une vidéo pour parler de ces nouveaux processeurs Amlogic S905X5, S905X5M, S905Y5 et je vous avais expliqué que le vrai remplaçant du S905X4 c'est le S905X5M. C'est celui qu'on devrait retrouver sur les box TV de même gamme. Le S905X5 devrait être lui dans des box TV plus haut de gamme. C'est associé à 4 Go de mémoire RAM LPDDR4X et 64 Go de stockage eMMC, donc on peut conserver suffisamment d'applications ouvertes en mémoire et on peut en installer beaucoup grâce aux 64 Go. Les déplacements dans l'interface sont rapides grâce au processeur Amlogic S905X5 à Android 14 et à l'interface légère, surtout en comparaison avec Android TV. Les applications de playlist IPTV fonctionnent rapidement sur cet appareil. En cas de lecture d'un fichier lourd, la température peut monter à 60-65 degrés ou lors d'une utilisation qui nécessite de la puissance, mais rarement plus. En tout cas, ça reste dans une plage de température correcte. Les températures sont bien maîtrisées grâce au boîtier en métal et grâce au gros dissipateur thermique caché dans celui-ci. J'ai fait un test de résistance et la température est montée à 70 degrés, mais le processeur a maintenu les performances. Si vous souhaitez voir le tableau où je répertorie tous les résultats au test de benchmark des différentes box TV que j'ai testées, il y a un lien qui va apparaître en haut de votre écran. La vidéo est en général un des gros points forts de la marque Ugoose et c'est encore le cas sur cet appareil. Au menu, on va avoir la prise en charge des codecs H265, H264, VP9, mais aussi le codec open source AV1 et chose très rare, le codec H266 VCC. La sortie sera en 4K à 60 images par seconde maximum ou en 2K à 120 images par seconde. Le 120 Hz n'est pas pris en charge sur la définition 4K. On note la présence du QMS, Quick Media Switching. C'est ce qui permet lors du changement de fréquence de la box
box de ne pas avoir d'écran noir, que ça soit fluide. Et on a aussi le VRR, Variable Refresh Rate. C'est notamment utile pour le gaming. Ça permet d'adapter automatiquement la fréquence de la box au nombre de FPS d'un jeu. Donc par exemple, si vous passez de 55 FPS à 45 FPS, la box va passer de 55 Hz à 45 Hz. Et ça permet d'avoir plus de fluidité, moins de saccades dans le jeu. L'automatic framerate, ce qu'on appelle l'AFR, est aussi prise en charge, comme sur la plupart des appareils Ugoos. Si votre box est réglée en 60 Hz pour avoir beaucoup de fluidité sur la page d'accueil, lorsque vous allez lire un film en 24 images par seconde, la box va passer automatiquement en 24 Hz. Et ça va permettre de supprimer les micro-saccades qu'on peut apercevoir de temps en temps lors de certains mouvements de caméra. Et l'avantage de l'AFR sur les box Ugoos, c'est qu'on a de multiples possibilités de réglage pour adapter parfaitement au contenu que l'on regarde. J'ai eu aucun problème pour lire mes fichiers de test en 1080p et en 4K sur Kodi. Tout s'est déroulé parfaitement, de manière fluide. Il y a juste les fichiers 8K qui ne passaient pas correctement. Mais il n'y a pas vraiment beaucoup de contenu 8K à l'heure actuelle et c'est pas vraiment super utile sur des télés dans un salon. Les formats HDR, HDR10 et HLG sont pris en charge, mais aussi le HDR dynamique HDR10+. Donc pas de Dolby Vision ici, contrairement à la Ugoos SK1 ou à la Ugoos AM8 Pro. Donc si vous regardez beaucoup de contenu Dolby Vision, que vous avez une TV Dolby Vision, ça sera pas trop adapté pour vous. C'est dommage, mais Dolby Vision ça a un coût et il y a d'ailleurs de nombreux utilisateurs qui n'ont pas besoin de Dolby Vision. Ça permet d'avoir un boîtier moins cher. Avec ce SoC AM-Logic S905X5, on a aussi un NPU, c'est donc un processeur, une unité dédiée à l'intelligence artificielle et ça permet à cet appareil d'avoir une fonction d'AI-SR, c'est des améliorations de la qualité d'image via intelligence artificielle et notamment une fonction d'upscaling par intelligence artificielle qui va permettre d'améliorer les contenus de faible définition pour les adapter à de la 4K. Donc ça fonctionne à partir des contenus en 480p et ça fonctionne vraiment très bien. Les vieux contenus, les vieux films, les vieilles séries auront un look beaucoup plus moderne. On passe d'un contenu plutôt flou à un contenu beaucoup plus net. Donc ça c'est vraiment top, on en retrouve de plus en plus de ce genre de fonctions sur les box TV récentes. De temps en temps sur d'autres appareils c'est pas vraiment aussi performant, mais là c'est vraiment très appréciable sur des vieux contenus. On a d'ailleurs pas mal de possibilités de paramétrage pour les fonctions d'amélioration de la qualité d'image, que ce soit l'upscale, un réducteur de bruit, le contraste, la luminosité, etc. Le système d'exploitation Corelec basé sur le lecteur vidéo Kodi et spécialisé en lecture vidéo et audio peut être installé sur cette Ugoos AM9. Elle est sortie depuis très récemment, mais les développeurs de Corelec ont réussi très rapidement à la rendre compatible. Il est donc possible d'avoir sur cet appareil d'un côté le système Android et de l'autre le système Corelec, donc il n'y a pas besoin de supprimer Android. Si vous voulez en savoir plus sur Corelec OS, il y a une vidéo que j'avais fait sur le sujet qui va apparaître en haut de l'écran. Elle est un peu ancienne, tout n'est plus forcément à jour, mais ça vous permet de comprendre à quoi ça sert. C'est top pour la lecture audio et vidéo. La partie audio, c'est une partie qui est en général maîtrisée par Ugoos sur ces appareils. Ici, il n'y a pas de souci, tous les formats audio populaires sont pris en charge par cet appareil. Bien évidemment, si on a le matos adéquat. J'ai fait le test sur Kodi et sur VLC, mais ça fonctionne aussi a priori sur Plex et sur beaucoup d'autres lecteurs vidéo. Donc j'ai pu avoir du Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Digital Plus avec Atmos, Dolby True HD et Dolby True HD avec Atmos. Mais aussi DTS, DTS HD et DTS X. Voilà, mais rien d'étonnant avec une box Ugoos. Concernant les jeux vidéo, il faut comprendre que ce genre d'appareil, ça équivaut plutôt à un smartphone d'entrée de gamme, plus ou moins puissant, selon la box TV, et ça va permettre de jouer à pas mal de jeux. Ce n'est pas une console de jeux vidéo. J'ai pu par exemple jouer à Asphalt 9, Legends. Je n'ai pas trouvé de soucis particuliers. Les graphismes ne sont pas forcément super détaillés, mais ça tourne bien. J'ai joué à PUBG en ligne, un FPS multijoueur, et j'ai pu paramétrer le jeu avec les graphismes HD et une fréquence d'image élevée. J'ai joué aussi à Call of Duty Mobile, un jeu du même genre que PUBG, un concurrent, un FPS multijoueur en ligne, et j'ai paramétré en graphisme élevé et fréquence d'image max ou en graphisme très élevé et fréquence d'image très élevée. Étant donné qu'on est sur un système 64 bits, j'ai aussi pu installer et jouer à Genshin Impact. C'est très appréciable, en général on peut pas l'installer sur les appareils parce qu'ils sont justement limités à 32 bits. Il faut pas s'attendre non plus à des prouesses, le processeur est quand même limité pour ce type de jeu, mais j'ai pu jouer, mais vraiment avec les graphismes au minimum. Mais c'est jouable. Donc sur la partie jeu Android, ça peut dépanner, et ça ne remplacera pas une PlayStation 5 ou une Nintendo Switch 2. Il y a un point sur lequel les box TV sont en général très appréciés, c'est sur l'émulation. Et cet appareil va non seulement permettre de jouer à de nombreux jeux des anciennes consoles 2D, c'est-à-dire Super Nintendo, Neo Geo, Mega Drive, Master System, Nintendo, etc. sans problème, de manière très fluide, mais ça c'est normal. Mais aussi on va pouvoir jouer à la N64, la Dreamcast, la Saturn, ça va dépendre des jeux. Certains sont plus ou moins bien émulés, mais on va aussi pouvoir jouer à la PSP, la PlayStation 2 et la GameCube. La PSP fonctionne déjà bien sur certaines box TV moins puissantes. Par contre
la PS2 et la GameCube, il y a vraiment très peu de box TV qui les prennent en charge. Donc déjà c'est possible grâce au système 64 bits, encore une fois, mais aussi grâce à la puissance du processeur. Alors je vais être clair tout de suite, pour la PlayStation 2, j'ai pas réussi à jouer à un seul jeu 3D correctement. J'ai testé Tony Hawk's Proving Ground et c'était beaucoup trop lent pour pouvoir être joué et prendre du plaisir. Et j'ai testé Wipeout Pulse, c'est jouable par moment, mais avec beaucoup trop de chutes de framerate. Et de vraies grosses chutes d'ailleurs. Donc c'est pas possible de faire une course confortablement, même si par moment le nombre de FPS est à 30. En revanche, j'ai joué à un jeu 2D comme Street Fighter Third Strike à 60 FPS et de manière plutôt stable. Donc pour certains jeux PlayStation 2, ça sera adapté, on pourra y jouer, mais à mon avis pour les jeux 3D, faut oublier. Aucun de ceux que j'ai testés n'était vraiment jouable. Pour la PSP, on va pouvoir jouer aux jeux 2D, aux jeux 3D, et va même être possible d'augmenter la définition en x2, x3, x4, pour avoir une image plus belle, plus nette que sur la console d'origine. Et pour la GameCube, j'ai testé quelques jeux. J'ai joué à Mario Sunshine, mais il y avait trop de ralentissements importants pour être jouable correctement. Mais j'ai joué aussi à Beautiful Joe, qui est un jeu 2D, un peu gourmand pour un jeu 2D. C'était jouable, mais il y avait aussi quelques ralentissements par moment, quand on utilise les pouvoirs pour ralentir le temps, ou quand il y a trop d'ennemis à l'écran. Mais ça restait jouable, du moins sur le début du jeu que j'ai fait. Probablement que des jeux 2D moins gourmands doivent passer encore mieux. Et enfin, il est possible de transformer cet appareil en véritable PC puissant grâce à GeForce Now. On installe l'application et ensuite on peut jouer à des jeux PC avec des graphismes ultra détaillés grâce au puissant serveur de Nvidia. Donc on installe juste l'application, on n'installe pas les jeux sur l'appareil et tout se fait en réseau, en cloud gaming. Sinon vous avez aussi la possibilité d'installer Moonlight, ça vous permet de streamer vos jeux vidéo depuis votre PC puissant vers cette box TV. Et vous pouvez même activer le mode 120 FPS. Au niveau de la connectivité, c'est du très bon. On a déjà une connexion filaire RJ45 qui permet d'avoir des débits de l'ordre de 1000 mégabits par seconde. C'est du gigabit. On a aussi du Wi-Fi 6 qui m'a permis d'obtenir des débits aux alentours de 700 mégabits par seconde. C'est ultra rapide pour une box TV. La portée de la box est très bonne grâce à du matériel performant et à des antennes externes. Et enfin, on a aussi du Bluetooth 5.2 qui permet de connecter des manettes, des écouteurs, des enceintes. Alors on peut trouver cette Hughes AM9 à partir de 145 € environ, ce qui en fait un appareil plus abordable que les Hughes AM8 et SK1. Je précise qu'un processeur équivalent Hughes est en général plus cher que beaucoup d'autres constructeurs de box TV. Il justifie ça par le développement de nombreuses fonctionnalités et des mises à jour régulières. Il faudra voir quand d'autres appareils sortiront avec le même processeur, la différence de prix. Alors au final, j'ai trouvé cet appareil plutôt intéressant. Il a déjà un positionnement tarifaire plus intéressant que la Hughes SK1 ou la Hughes AM8. Et je le conseille surtout aux utilisateurs de TV Samsung ou à ceux qui n'ont pas de Dolby Vision sur leur TV et qui veulent avoir de bonnes performances pour la lecture de fichiers vidéo, pour faire un Media Center pour lire tous vos films, vos séries. En revanche, dû à l'absence de Dolby Vision, ceux qui ont l'habitude de lire des fichiers en Dolby Vision sur leur télé compatible Dolby Vision seront forcément moins intéressés par cet appareil. Et dans ce cas, une Hughes SK1 ou AM8 par exemple fera plus l'affaire. Au niveau des plus, j'ai noté tous les formats audio populaires, le processeur S905X5 performant, les codecs AV1 et H.266 VCC pris en charge, c'est très rare et c'est bien pour l'avenir, les mises à jour fréquentes, la connectivité moderne, la fonction d'upscaling AISR performante, les 4 Go de RAM et les 64 Go de stockage, la télécommande pratique et ergonomique et la connectique riche et complète. Au niveau des moins, j'ai noté l'absence d'Android TV, l'absence de certification et de DRM et l'absence de Dolby Vision. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'était Joe pour Culture Chronique. Ciao ciao!